à cette deuxième conférence. Comment? Pardon? Ah, c'est bon. Bienvenue à cette deuxième conférence de notre cycle consacré à l'art déco en lien avec notre exposition Absolument céramique Louis Dages. Pour votre information, la troisième conférence donnée par Vincent Mathéos, conservateur des objets d'art au département des Landes, se tiendra le dimanche 7 septembre à 16 heures et sera consacrée à l'art déco dans les Landes. Après la conférence de Dominique Dussol sur l'art déco en France, en cette journée nationale des métiers d'art, nous avons voulu partir à la découverte d'un céramiste, artiste peintre bordelais qui a des racines landaises, René Buteau. Pour évoquer sa vie et son œuvre, je remercie Étienne Tornier qui a bien voulu accepter notre invitation. Étienne, vous êtes spécialiste de René Buteau et aussi responsable des collections modernes et contemporaines au Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux et directeur par intérim de ce musée régional, rénové qui va réouvrir en 2026. J'espère qu'après cette conférence, ce céramique virtuose n'aura plus de secret pour vous et que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Merci. Je ne sais pas si j'ai besoin du micro. Pas nécessairement besoin du micro, surtout qu'on n'est pas très nombreux. Merci beaucoup au musée de m'avoir invité. Toujours un plaisir de parler de céramique. J'aime beaucoup parler de céramique, c'est un peu mon dada. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de René Buteau. Je ne sais pas si vous connaissez René Buteau, si vous êtes venu parce que vous êtes motivé à entendre parler de René Buteau. Je vais vous parler de René Buteau, je vais vous parler d'art déco, je vais vous parler de technique, et je vais vous parler à la fin surtout de la scène artistique des arts décoratifs pendant la période art déco et des autres céramistes qui gravitent autour de René Buteau. J'ai voulu commencer cette intervention avec un petit clin d'œil local. Une citation de René Buteau qui dit « C'est comme ça que j'ai commencé la céramique. J'ai eu en main des poteries à émail stanifère de Samadé. Mon grand-père était d'Air-sur-Adour. Et du côté de ma mère, j'ai eu pas mal de pièces. Tout gauche, je regardais ça avec plaisir. J'étais déjà attiré par ça. » Donc c'est amusant parce que René Buteau, c'est au fond, à travers cette première citation, un céramiste classique, dans le sens où il cherche à s'inscrire dans une histoire de la céramique. Mais en fait, il va incarner une grande modernité, il va finir par incarner vraiment une rupture, ou en tout cas un nouveau souffle, un nouvel élan pendant la période qui nous occupe, donc pendant la période des années 20-30. Cette conférence, elle s'appuie principalement sur deux ouvrages, un ouvrage qui est paru à la fin des années 90 et un ouvrage beaucoup plus récent, je vous ai vu monsieur le feuilleter tout à l'heure, je vous invite à le feuilleter, qui est paru l'année dernière à la suite d'une exposition qui a eu lieu au musée de Saint-Quentin dans le Nord, une exposition sur le céramiste à partir de la collection de France Cruège. France Cruège est une personne qui a hérité, la personne qui a hérité des archives de René Buteau et qui eh bien, entretient au maximum sa mémoire et donc a pu paraître récemment cet ouvrage. Cette conférence, elle s'appuie aussi sur une interview que le céramiste a donnée à la toute fin de sa vie en 1986. Extrême longévité, René Buteau est né en 1886, mort en 1986. Et donc en 1986, il a donné une interview assez longue, assez fleuve, avec un antiquaire passionné par l'histoire des arts décoratifs à Bordeaux, pour faire simple, Jacques Sargos. Et on a pu conserver toute cette interview, tout l'enregistrement audio de cette interview, et aujourd'hui c'est aussi une source pour retranscrire son histoire et sa production. Donc le déroulé de mon intervention, il va être assez classique dans le sens où il sera chronologique, mais je ferai des arrêts sur image pour vous aider à comprendre aussi la spécificité de son travail et aussi le mettre en regard de la production de la période. René Buteau, donc comme je vous le disais, comme on l'a vu, il avait certes des origines, en tout cas des racines
local, mais il est né en 1886 à Saintes, donc en Charente-Maritime. Il débute ses études à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux en 1904, et puis très vite il va aller à Paris, juste après son service militaire, donc on est dans les années 1909-1910, et il va suivre cet enseignement à l'École des Beaux-Arts de Paris, mais très vite il va un petit peu s'ennuyer, ou en tout cas ça ne le satisfait pas pleinement. Il suit en parallèle d'autres cours à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Donc vous voyez qu'il commence déjà à piocher un petit peu dans tout ce que Paris peut lui offrir. On a des archives assez amusantes ici, sa participation au bal des 4 arts, donc le fameux bal de l'École des Beaux-Arts qui avait lieu chaque année, où tout le monde se déguisait. Et donc là, c'est une photo de 1912, vers 1912, et on l'aperçoit 4e à gauche ici. Et donc à 25 ans, il participe pour la première fois en 1911 au Salon des artistes français, donc très très tôt, très jeune dans sa carrière. Il a à ce moment-là 25 ans, il participe au Salon de la Société des artistes français. Il expose à ce moment-là plutôt des portraits, des paysages. Il se fait plutôt connaître à tout début de sa carrière comme dessinateur, peintre, évidemment, ce qui est logique au regard de sa formation. Il se distingue donc comme graveur, il remporte différents prix dans les années 1910 et notamment le second Grand Prix de Rome en 1914, quelques jours avant le début de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale en fait l'oblige à rentrer à Bordeaux, à travailler à Bordeaux comme graveur pour le service géographique des armées. Donc vous voyez, tout le monde a... Enfin, tout savoir peut être utile, toute compétence peut être utile dans le cadre d'une guerre. Graveur pour le service géographique des armées, donc il travaille pendant 1 ou 2 ans, et puis à la toute fin de la guerre, il effectue un premier stage dans une usine de verrerie, puis dans une petite usine, une petite fabrique de terre cuite. Et c'est là qu'il prend connaissance, en tout cas qu'il se confronte directement à la technique de la céramique. Évidemment, il y en avait partout chez lui déjà, il était déjà très curieux et très collectionneur. Enfin, en tout cas, on sait que très jeune, il fréquentait les brocantes et il achetait plein de petites choses. Et déjà, dans sa famille, il y avait tous ces objets. Mais en tout cas, il se confronte dès 1917-1918 à la technique de la céramique. De cette première expérience naît un vif intérêt pour cette technique et d'ailleurs encouragé par ses amis artistes à poursuivre dans cette technique. Parmi ses amis artistes bordelais, on retrouve Roger Bissière. Et en 1919, il se marie, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ensemble, avec son épouse, ils achètent une maison et dans le jardin, ils font construire déjà un four. Donc il va assez vite, vous voyez, très très peu de temps, 2 ans entre son premier contact avec la technique céramique et la construction de son premier four. Ces premiers essais sont évidemment un peu chancelants, sont un petit peu hésitants, mais vous sentez certainement à travers voilà, c'est une des premières pièces dont on dispose, qui date de 1717-18, vous sentez déjà arriver ce qui va être caractéristique du mouvement Art déco, ce genre de motifs de fleurs stylisées, ce genre de petites frises très très simples qui vient juste par un simple contraste brun foncé, brun clair, habiller, orner un objet. Donc au début, vous voyez une technique assez chancelante dans le sens où les mailles bavent, vous voyez, au niveau de la fleur. Il apprend cependant très très vite puisque dès les années, là vous voyez un autre exemple très tôt, il apprend très vite puisque dès 1920-21, il va s'intéresser à ce bleu perçant caractéristique de la faïence égyptienne du 2e millénaire avant Jésus-Christ, mais aussi beaucoup plus proche de nous, d'une production chinoise du 15e, 16e siècle, ou encore persane de la même période. Il va très vite essayer de découvrir et de mettre au point ces procédés techniques anciens.
Il explore également vers 1922 le décor en relief grâce à l'estampage et au moulage. Là, c'est un exemple un peu plus tardif, vers 27-28, mais on observe cette technique d'estampage et du moulage, on l'observe également sur cette pièce-là. Et il va se perfectionner, alors principalement en autodidacte, mais il va quand même suivre une formation, enfin on sait qu'il suit une formation en 1921 à Golfe-Juan, donc dans les établissements Leuspier qui fabriquent à ce moment-là des émaux et d'autres produits céramiques. Ces vases aux formes simples et aux décors de femmes et de motifs stylisés, rehaussés de tons sourds, remportent très très tôt, vers 20-21, un grand succès. En fait, il va participer dès 1920 au Salon d'automne à Paris et il va y participer régulièrement chaque année jusqu'à la fin des années 30. De même pour le Salon des artistes décorateurs qui sont vraiment, le Salon d'automne et le Salon des artistes décorateurs, deux lieux dans lesquels il faut montrer ses productions, se faire voir pour ensuite avoir une reconnaissance médiatique importante, donc pour apparaître dans des journaux comme Art et Décoration, l'Illustration, et j'en passe. S'il prend soin de dessiner ses formes, en fait, il en confie la réalisation très tôt à un ami potier. Et là, c'est quelque chose d'assez unique. En tout cas, je n'ai pas retrouvé ce cas de figure chez beaucoup de céramistes. Buteau dessine la forme et il confie vraiment la réalisation à une autre personne et récupère les biscuits façonnés par cet autre potier. Et il appliquera le décor par la suite. Il remporte, comme je vous le disais, un certain succès médiatique, mais aussi un succès auprès de ses pairs. Le peintre Maurice Vlaminck, Édouard Vuillard, Maurice Denis, ou encore le couturier Paul Poiret font partie de ses premiers acquéreurs. Donc dans les années 20-22, c'est plutôt très très chic. Ce sont toutes ces expérimentations, sa grande maîtrise technique qui va obtenir dès le début de sa carrière, qui vont permettre de le faire remarquer par René Guilleret. René Guilleret, qui est le directeur de Primavera. Primavera, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était l'atelier artistique des magasins du printemps. Et donc, il est recruté par René Guilleret en 1923 comme directeur de l'usine de céramique des ateliers Primavera, qui était situé près de Tours, à Saint-Radegonde. Et vous voyez ici des pièces qu'il a pu réaliser pendant qu'il était donc directeur de cet atelier et il pouvait donc lui-même jouir des équipements de l'usine de Primavera pour sa production personnelle. Il y réalise ses premières céramiques de grand feu qui marquent une évolution majeure dans son œuvre. Il y met au point aussi cette... donc ça, c'est voilà, le type de production qu'il réalise à Saint-Radegonde. Il y met au point, je vous le disais, également son émail craquelé, qui est une de ses signatures, qui recouvre d'ailleurs les pièces les plus prisées du céramiste aujourd'hui. Ce craquelage, ce tressaillage de l'émail est en fait un accident de surface qui est produit au moment du refroidissement de l'émail. L'émail refroidissant plus vite que le corps de l'objet, que le biscuit de l'objet, eh bien, se crée une différence de rétractation qui crée ce tressaillage. Ce tressaillage, il va en faire un élément décoratif à part entière. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est plutôt un procédé qui le redécouvre, puisque les céramistes chinois, japonais ou encore coréens avant lui avaient pu utiliser ce procédé décoratif. Mais je dois dire qu'il en utilise, qu'il en jouit, qu'il le met à profit d'une façon très très technique. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller voir l'exposition Louis Dage, où vous verrez ce poisson exposé. Et vous voyez que là où il maîtrise parfaitement la technique, c'est que le tressaillage, il joue sur des réseaux de tressaillage qui sont du plus fin au plus large. Et arriver à cette maîtrise, c'est particulièrement complexe. Donc il joue sur l'épaisseur de l'émail, il joue aussi sur la composition de l'émail pour arriver à
à ce niveau de maîtrise. D'autres exemples ici. En 1925, il participe comme membre comme nombre de ses collègues à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Mais lui, il est membre du jury, à ce moment-là, membre du jury de la section céramique. Et donc, il expose ses pièces hors concours. Mais vous voyez que, voilà, on est en 25. Il a commencé sa carrière comme céramiste 7 ans plus tôt. Et en 7 ans, il est déjà membre du jury, donc hors concours, dans une exposition internationale comme celle de 25. Après 3 ans à Primavera, il rentre à Bordeaux et acquiert une maison, rue Cantemerle, qu'il fait aménager par son ami sculpteur Jean-Élie Chavron. Et il transforme ce vaste atelier, ce vaste local en atelier qu'il équipe d'un 3e four. Donc la production, on va dire, s'intensifie et surtout se spécialise parce que ce 3e four lui permet d'atteindre des températures qui jusque-là, que jusque-là il n'avait pas atteint, enfin des températures qu'il pouvait atteindre avec les équipements de la manufacture de l'atelier de Primavera, mais qu'il n'avait pas atteint à échelle personnelle. Donc il va pouvoir atteindre aussi des formats plus imposants. Et là, je vous montre à titre d'exemple ce vase à droite qui est dans nos collections, qui mesure à peu près cette taille-là et dont l'épaisseur est particulièrement significative. Ce type de vase, avec ce type de décor, il ne peut le réaliser que dans un four qui permet d'atteindre environ 1200 degrés. En 28, Émile Lenoble, un céramiste dont je vous reparlerai un peu plus tard, présente René Buteau à Georges Roire, qui était le marchand, la galerie de céramique dans laquelle il fallait être représenté quand on était un céramiste, on va dire, de talent et dans le coup. Donc Lenoble présente Buteau à Georges Roire, qui décide de l'exposer dans sa galerie, 34 avenue de l'Opéra, et c'est une collaboration qui va durer jusque dans les années 60. Cette collaboration est particulièrement fructueuse parce que, en fait, on conserve pas mal d'archives sur Buteau, et notamment ses cahiers de production sur certaines années, pas toutes les années, mais on remarque que entre 1928 et 1962, ce sont près de 400 pièces qui ont été envoyées à la galerie Georges Roire par René Buteau. Via Roire, Buteau participe aussi à énormément d'expositions, non seulement en France bien sûr, mais également à l'étranger, aux États-Unis, au Caire, à Milan ou au Japon, entre les années 30 et les années 60. Je voulais m'arrêter, je ne sais plus quelle citation j'ai mis, ah oui voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter un peu sur l'éclectisme des décors du céramiste de René Buteau. Cet éclectisme, je vous l'ai dit un tout petit peu au début, il s'appuie sur une très grande curiosité, sur une collection familiale et aussi une appétence pour tout ce qui a pu être produit entre le XVIe siècle et le XIXe siècle en France et en Europe. Il s'intéresse à la Renaissance italienne, à la faïence du XVIIIe, aux statuettes du Staffordshire. On peut aussi parler des reflets métalliques des faïences hispano-mauresques. C'est vraiment un grand chineur, un grand curieux. Et cette curiosité, on le ressent particulièrement dans son travail. Buteau explore l'histoire de la céramique, elle infuse toute son œuvre, donc des albarelli italiens de la Renaissance à la faïence stannifère du Sud-Ouest. Au moment de raconter son parcours, donc en 1986, au moment de cette interview dont je vous ai parlé, il dit ce n'est pas ce que faisaient les céramistes de mon époque qui m'a guidé, c'est plutôt autre chose. L'art populaire me séduisait beaucoup parce qu'il y avait justement une saveur, une sève où l'on pouvait puiser un jet premier. C'est pour ça que j'ai collectionné quelques céramiques populaires qui m'ont d'ailleurs servi. Je ne dis pas que je les ai copiées, mais elles m'ont indiqué une direction et elles m'ont permis d'en éviter d'autres
où j'aurais pu me perdre. Le principe de la collection était là, en dehors du plaisir d'avoir des objets rares, c'était surtout un point de départ. Buteau n'est pas le premier à s'intéresser aux productions vernaculaires. La renaissance de la céramique d'art au milieu du 19e doit beaucoup à ce nouveau regard porté sur la céramique populaire, en particulier d'ailleurs la faïence tanifère de grand feu et le grès. Mais s'intéresser à cette production historique dans ces années 20, et en tout cas l'affirmer de cette manière-là, c'était plutôt courageux de sa part, à un moment où justement on se distinguait d'une certaine histoire de la céramique et on voulait justement affirmer une modernité. Buteau se distingue par son parcours académique qu'il embrasse et cultive tout au long de sa carrière, une culture classique, et il affirme d'ailleurs, sans détour, « Moi je suis un néoclassique sans l'être trop, je me défends d'être entré dans le mouvement, j'ai toujours eu du recul ». Néanmoins, c'est vrai que quand on voit ce type de production, particulièrement le grand vase avec le Duomo de Florence et ses représentations de corps féminins comme masculins nus dans une sorte d'idéal néoclassique, on ne peut que voir un clin d'œil à la Renaissance et au XVIIe siècle. Si l'on retrouve parfois une manière comparable de réaliser les modelés, une tendance semblable à une certaine géométrie décorative dans la composition des artistes formés à la même école, il se dégage cependant une certaine sensualité des œuvres de René Buteau, une sensualité qui est autant sensible dans l'atmosphère paisible qui se dégage des scènes couvrant la panse de ces vases que dans la technique céramique qu'il choisit d'adopter, donc cette faïence tanifère qui est très épaisse, qui est cuite au grand feu, duquel résultent des objets très denses, aux galbes marquées, ces objets extrêmement lourds, quand on les soupèse, ils sont particulièrement lourds, et des formes qui sont très harmonieuses, symétriques et généreuses. Une commentatrice dans les années 30, en parlant des pièces de Buteau, dira entre élégance et robustesse. C'est particulièrement juste en ce qui concerne l'œuvre de Buteau. Les premiers visages qui apparaissent sur les vases de Buteau témoignent d'une certaine simplicité, vous le voyez ici avec cet exemple, voire parfois d'une naïveté dans les traits qui n'est pas sans rappeler les travaux des premiers cubistes, inspirés des masques africains. Et d'ailleurs, c'est après, j'ai sauté, je vous parle d'abord de ça, de ces deux exemples, en parlant de l'éclectisme de Buteau, ici sa passion pour les faïences persanes, le carreau disnique, ici c'est un carreau justement qui provient de sa collection, et à droite un vase qui reprend l'iconographie de ces carreaux. Ici, un plat à décor lustré où il reprend la technique des faïences lustrées hispano-mauresques. Et ici, je voulais vous parler de son intérêt pour les arts premiers et en particulier d'Afrique noire. Donc une petite citation extraite encore de cette interview. Mon intérêt pour les arts primitifs date d'avant la guerre de 14. À Paris, il y avait une boutique rue de Rennes. En me rendant de chez moi à l'école des Beaux-Arts, je faisais un détour pour aller voir ce qu'il y avait dans la vitrine. Un jour, pendant la guerre, j'ai vu des masques à une foire qui se tenait sur les quinconces. J'en ai acheté 2 ou 3. C'était le commencement. Je n'ai jamais pensé que cet art était un art mineur, un art sauvage, que c'était maladroit. Je trouvais que les types qui faisaient ça étaient très calés, qu'ils connaissaient leur métier. Il y avait une recherche dans leurs œuvres. Ce n'était pas venu de but en blanc. Dès les années 10, en fait, il fait l'acquisition d'énormément d'objets, pas seulement des masques, mais des statues. Vous voyez ici deux exemples. Et il va cesser de collectionner des années 1910 aux années 1960. Difficile de dire plutôt facile de dire que cet intérêt pour les arts premiers est vraiment une fascination esthétique avant tout. Quelque chose qui l'amène à déconstruire sa formation classique. C'est davantage ça, je dirais, qu'un intérêt pour les
l'origine de ses œuvres, la façon dont elles pouvaient être utilisées dans un contexte rituel. C'est pas quelque chose, en tout cas, qui ressort des archives de René Buteau. Néanmoins, voilà, une grande fascination esthétique qui transparaît particulièrement dans les œuvres de Buteau à la fin des années 20 et au début des années 30. Je vous montre quelques exemples avec cette pièce nue aux gazelles, ce vase qui mesure quand même 41 cm. Ce grand vase couvert. L'exposition internationale coloniale de 1931 est aussi l'occasion pour lui de mettre en avant cette fascination, sans qu'il y ait une réelle reprise à l'identique des pièces que lui-même collectionnait. Cet éclectisme, il s'exprime aussi de façon, donc cet éclectisme qui s'appuie sur toutes ces inspirations que j'ai pu mettre en avant, il est quelque part battu en brèche avec ce vase, une pure abstraction, quelque chose qui peut faire penser dans les motifs à Sonia Delaunay, à d'autres artistes abstraits de la période, et donc qui vraiment sème un peu le trouble dans l'univers de Buteau, parce que jusque-là, ce que j'ai pu vous montrer est très figuratif. Là, soudain, l'abstraction pure. Ah, j'ai pas mis... Voilà, je vais surtout vous parler de ça. En 1934, un marchand américain propose à René Buteau de vendre ses œuvres aux États-Unis, alors que l'artiste est lié à la galerie Rouart. D'un commun accord, le contrat est reconsidéré à la condition que René Buteau change de nom et de style. C'est ainsi que naît J. Doris, donc une signature qu'on retrouve au revers de certains vases, en tout cas des vases qui seront désormais vendus aux États-Unis par cette galerie. Ce J. Doris est un dérivé de Douris, qui est le peintre de vases grec du 5e siècle avant notre ère, dont Buteau admirait l'œuvre. Cette collaboration va durer jusqu'en 1940, donc assez brève, 1934-1940, puisqu'elle va être interrompue par la guerre, et elle est caractérisée par l'usage exclusif du craquelé et de ces motifs purement abstraits. Donc toute la production destinée à cette galerie, signée J. Doris, était de ce style-là. Là aussi, c'est assez inhabituel. J'ai aucun exemple en tête de céramiste, merci beaucoup, céramiste français qui avait pu conclure un contrat d'exclusivité avec une galerie française et contraint de au final se cacher derrière une autre identité pour pouvoir vendre. Mais ce qui rend la chose assez compliquée à étudier parce que ces vases du coup ont été réidentifiés que récemment à la lumière de cette histoire. Donc évidemment c'est pas voilà, le fait d'avoir une autre identité rend le travail de l'historien un peu plus complexe. À partir de 1934, il se concentre également sur la création de statuettes à émail stannifère. Il va abandonner progressivement la production de vases pour produire ces statuettes. Donc là, on trouve une iconographie très variée de cavaliers, de femmes, de couples, de sirènes, de musiciens, avec des tailles extrêmement diverses aussi, qui vont de 15-20 cm à près d'1 mètre de haut. Dans une qualité, un style, une catégorie qui peut évoquer une certaine production de faïence italienne du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Il se confronte aussi à d'autres supports. Et je vous ai montré rapidement ces deux fixés sous verre.
Buteau va s'intéresser à d'autres techniques, donc, dont celle des fixés sous verre, de la même manière qu'il a pu découvrir des masques africain dans une brocante, il découvre cette technique du fixé sous verre qui était particulièrement à la mode au XVIIe siècle, puis sur des objets plus populaires type baromètre, type thermomètre au XIXe siècle, donc qui consiste à peindre au revers du verre, généralement à partir de feuilles métalliques, de cuivre, d'or, de palladium, qui permet d'avoir des variations métalliques sur toute la composition du panneau. Donc des panneaux qui sont généralement organisés par carreaux. Là, ce sont 2 panneaux qui font à peu près 1,20 m de haut, sur 30-40 cm de large. Il a pu réaliser comme ça des grandes décorations. Donc là, c'est un petit exemple, mais le musée possède un panneau qui mesure à peu près 2 mètres de long sur 1 mètre de hauteur. Et on sait qu'il a réalisé des grandes décorations dans cette technique-là. On y retrouve la même iconographie qu'on peut retrouver sur les vases. Ici, il s'agit du gemeur landais. Ça vous aurez peut-être remarqué. Donc, le gemeur qui est en train de récolter la sève sur l'arbre et une représentation d'une femme africaine tenant un seau, très caractéristique des années 30 et de l'iconographie coloniale de ces années-là. Il se confronte, je vous le disais, à d'autres techniques, d'autres supports. Ici, des vases qui lui sont commandés par la ville de Bordeaux pour le parc Lescure, actuel stade Jacques Chaban-Delmas. Sont des vases qui sont réalisés en béton, recouverts de mosaïques. Et là, il fait appel à un mosaïste bordelais et c'est lui qui donne les dessins pour réaliser ces vases. Donc, il ne va pas faire à proprement parler, c'est lui qui va être le directeur artistique en quelque sorte de cette commande exceptionnelle de 4 grands vases qui mesurent à peu près 4 mètres, 4 mètres 50 de haut et qui sont encore en place si vous souhaitez aller les voir. Une autre commande qui date celle-ci d'après la Seconde Guerre mondiale, 2 grands vitraux pour le Conseil des vins de Bordeaux. Et les dessins préparatoires à ces vitraux passent en vente prochainement. Et je vous montre ici 2 photos de ces grands dessins qui mesurent à peu près 3,50 m de haut. Ici des photos de René Buteau dans son atelier, simulant une sortie de four à gauche. Et ici avec ces statuettes qui va occuper l'essentiel de sa carrière à partir de la fin des années 30 et durant les années 50-60. À partir des années 70, il cesse à peu près sa production. Dire qu'il a en 1970 85 ans. Je voulais vous parler maintenant du regard que Buteau portait sur les autres céramistes et les artistes de sa génération. Comment se situe-t-il vis-à-vis des grands mouvements et tendances artistiques qui ont traversé sa carrière, et en particulier la période de l'entre-deux-guerres? Les publications des critiques et des expositions auxquelles Buteau a participé, le long entretien qu'il donne donc à Jacques Sargos à la fin de sa vie fournissent plusieurs pistes de réponse à ces questions. Ces vases aux formes simples et robustes, ces décors stylisés d'inspiration mythologique, ces femmes nues au regard pensif rattachent directement le céramiste bordelais à son temps, à la période dans laquelle sa place sur la scène artistique s'est d'ailleurs confirmée, à l'art déco tel qu'il s'affirme lors de l'exposition internationale de 1925. À bien des égards, Buteau est un artiste de la première moitié du XXe siècle. Et ces portraits d'ailleurs de femmes au visage allongé et aux traits simplifiés peuvent inviter
à rapprocher Buteau d'un Modigliani ou d'un Matisse. Il dit d'ailleurs à la fin de sa vie, il s'exprime justement sur ce lien qu'on peut faire facilement à Matisse ou à Modigliani. Il dit « J'ai rarement fait en pensant à quelqu'un, je ne dis pas que je n'ai pas été influencé, sans le vouloir, cela revenait dans mon dessin, et après on me disait « ça ressemble à du Matisse ». C'est plutôt honnête de sa part. Si l'œuvre de Buteau est autant associée à l'art déco et à l'entre-deux-guerres, c'est aussi parce que ces céramiques décoratives s'intègrent parfaitement dans les intérieurs de l'époque. Et là, je cite un critique de l'époque qui dit « Il y a dans toutes ces pièces une parfaite compréhension de la place que doit tenir la céramique dans un intérieur moderne. Il y faut beaucoup de tact et de discrétion. » Et je vous montre justement des photos d'exposition du Salon des artistes décorateurs ou du Salon d'automne prises par Thérèse Bonnet en 1928-29, où on voit comment ces pièces s'intègrent là, ici au centre, sur une table de Pierre Charot, et à droite, derrière, devant plutôt, un tissu de Hélène Henry. Globalement, c'est vrai que les motifs et les vases de Buteau s'intègrent par les tons très sourds, des tons bruns, qui ne sautent pas à l'œil, on va dire, dans l'observation de ces décors. Et je pense que ça a beaucoup contribué à son succès, en tout cas à son succès commercial. Il ne s'agit certainement pas de la part du céramiste d'une volonté délibérée de s'intégrer dans les intérieurs modernes, mais ces formes simples, élégantes, ces couleurs sourdes entrent en symbiose avec les productions des artisans décorateurs de son époque. Il est donc adoubé par le peintre Maurice Denis, je vous en ai parlé, mais aussi par le décorateur Jean Dunand, qui le propose pour le prix Florence Blumenthal, qui l'obtient d'ailleurs dans les années 1920. Par l'iconographie de ces décors, Buteau participe certes d'un intérêt renouvelé pour l'Antiquité grecque et romaine et pour la Renaissance italienne. En cela, il se distingue d'un certain nombre de ses confrères qui, depuis les années 1880, poursuivent les variations autour de l'héritage des potiers chinois et japonais. Et à ce sujet, Buteau s'exprime. Un beau jour, j'ai envoyé aux artistes décorateurs à Paris, il manque un mot certainement, et là, chose curieuse, j'ai eu un très gros succès. Pour vous dire, à ce moment-là, tout le monde était aiguillé vers la céramique japonaise dans le domaine de la céramique. La céramique japonaise que j'admire beaucoup, tous les types faisaient des coulées, des grès avec des dégoulinades. Ils faisaient ça n'importe comment, ils n'avaient pas le talent des Japonais. Enfin, voilà un céramiste qui ne nous fait pas du japonais, mais revient à la tradition. Et il y a chez lui, et dans son succès, je pense, beaucoup forme de retour à la tradition qui plaît beaucoup et qui rassure beaucoup. Une sorte de tradition renouvelée qui à la fois rassure et à la fois séduit. S'il n'adhère pas à la veine japonisante qui a fait école autour de céramistes comme Jean Cariès, il reconnaît l'apport du potier de Saint-Amand-en-Puisé, donc de Jean Cariès à la technique. Il dit au sujet de Cariès qu'il était donc de la génération avant lui. Il dit « Il m'avait servi car j'ai trouvé une revue ancienne où il avait noté toutes ses recherches. Je l'avais trouvé à la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts. Les procédés qu'employait Cariès, que j'ai refaits, étaient faits avec de la terre mélangée à un peu de lave, du sel. Lorsque le four était très chaud, on jette du gros sel. Ce sel se brûle, se dépose sur les grès, ce qui fait une sorte de glaçure. » Donc il y a quand même un intérêt pour les céramistes qui l'ont précédé, et ces céramistes surtout qui ont vraiment lancé la céramique artistique à la fin du 19e, au début du 20e, mais il y a clairement un détachement. Rares sont les céramistes contemporains dont l'approche rencontre l'assentiment du céramiste bordelais, de Buteau, à part Émile Lenoble, dont je vous ai parlé un petit peu, Émile Lenoble qui avait recommandé Buteau à la galerie Georges Roy. Émile Lenoble donc, fait partie des céramistes que Buteau apprécie, et d'ailleurs la reconnaissance est mutuelle. Formé par son grand-père, par alliance, le céramiste Ernest Chaplet à Choisy-le-Roi, Lenoble s'inscrit dans une certaine tradition que Buteau respecte. S'il s'inspire des productions extrême-orientales, il transcende cette influence.
Buteau dit « Ce qu'il faisait était toujours puissant. Les deux hommes ont en effet en commun la production de vases aux formes harmonieuses, aux parois épaisses, comme de lourdes amphores antiques ou de simples récipients en terre cuite glacurés populaires. Ils partagent aussi un goût pour les décors géométriques simples, comme creusés dans les mailles épais, pour les couleurs terreuses. » Et donc Lenoble comme Buteau était représenté par la galerie Georges Roy. Et je vous ai mis comme exemple, en tout cas comme témoignage de cette entente esthétique mutuelle, ces deux vases, l'un produit par René Buteau à gauche et le second à droite par Émile Lenoble. Donc tous les deux regardent, en l'occurrence, sont très inspirés par la Chine et les grès de Shizhou du XIIIe, XIVe siècle, mais évidemment transcendent cette influence et l'esthétisent au maximum par leur technique. Autre céramiste qui est commenté par Buteau à la fin de sa vie et qui est de quelques années son aîné, il s'agit d'Émile Decoeur, qui réalise des vases et des coupes aux formes épurées, mais son travail de superposition de couches, d'émail, confère aux objets une perfection lisse à laquelle Buteau n'est pas du tout sensible. Il commente artistiquement sans saveur à la fin de sa vie, donc. Et là, vous voyez les pièces d'Émile Decoeur à gauche. Buteau reconnaît en revanche sa filiation avec le céramiste André Métais, dont le décès survient au tout début de sa carrière, en 1920. Il dit « Ce céramiste a joué un rôle important. J'avais vu ses œuvres dans des expositions avant la guerre. C'était de la faïence peinte avec hémostanifer, mais la pièce n'était pas blanche, mais verte ou brune. Il y mettait de l'or. » Vous voyez une de ces pièces caractéristiques, des décors figuratifs avec des motifs stylisés et un joli contraste de couleurs entre un fond fuchsia et des motifs bleus et or. L'influence de Métais était également discernable chez d'autres céramistes de la période, Jean Mailhodon, Édouard Cazot, Raoul Lachenal ou encore Marguerite de Saint-Germain, tous contemporains de Buteau, avec lesquels il partage la technique de la faïence, les décors aux émaux de grand feu, les glaçures craquelées par la rétractation de l'émail et l'or craquelé qui souligne et enrichit certaines compositions. Et je vous montre ici un exemple de vase de Jean Mailhodon, donc contemporain de Buteau, qui, à mon sens, est probablement le céramiste le plus proche esthétiquement de Buteau dans les années 1920-30. C'est en effet un goût pour l'Antiquité qui réunit les deux hommes. Plus encore que le céramiste bordelais, Mailhodon reprend de façon littérale les formes des vases antiques sur lesquels se déploient des figures sur fond coloré, évocation des céramiques grecques à figures noires. Les deux céramistes partagent aussi un intérêt pour la céramique et l'art persan, particulièrement sensible dans certains décors des années 30. S'il est relativement limité chez Buteau, l'usage de l'or craquelé, comme vous le voyez ici, est quasiment systématique chez Mailhodon, conférant à ses pièces une certaine préciosité qui séduit le public et les commanditaires des années 30-40. Sa carrière exclusivement parisienne s'épanouit de façon beaucoup plus officielle que Buteau, dans le sens où il sera entre 1934 et 1939 conseiller artistique de la manufacture de Sèvres. Il en devient directeur en 1941. Je vais conclure avec quelques mots. L'œuvre de Buteau est donc indéniablement portée par cette émulation entre artistes et ce contexte artistique florissant pour l'ensemble des métiers d'art dans la période 20-30, qui met en dialogue toutes les techniques décoratives au sein des intérieurs. Cela n'enlève cependant rien à la singularité de cet artiste, ni classique ni réellement moderne, à la croisée des multiples influences qui traversent la période et nourrie par une curiosité vive pour les arts extra-occidentaux et l'histoire de la céramique. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Pourquoi est-ce qu'on retrouve certains de ces objets qui normalement
n'aurait pas dû se retrouver sur le territoire français. C'est-à-dire Ça a duré, vous disiez, de 34 à 40. à 40, c'est ça ouais. Et ça a été interrompu, j'imagine, par la guerre. Par la guerre, ouais. Lié Ouais. au transport, etc. Ouais. Puis aux difficultés de tout genre. Mais il se trouve qu'on trouve de ces vases signés Doris Ouais. ici. Oui, dans tout la à fait. Oui, oui, on en trouve, ouais. Pourquoi? Peut-être parce que Bah, tout parce ça- qu'il y a eu un moment où le stock, Bah, le stock était prêt à partir aux États-Unis. non, non, c'est parce que ça s'est retrouvé sur le marché de l'art et après c'est revenu en France. Hein, Ah mais oui, oui, complètement. Mais ces vases n'étaient pas vendus en France. Enfin, les vases signés Doris n'étaient pas vendus en Ils n'ont France. jamais été directement en galerie Non. ou en magasin. Non, ils n'ont non. Jamais, Non. même après la Bah. déclaration de guerre et tout ça, ils se sont pas retrouvés. C'est possible, mais ils ont initialement été vendus en première main aux États-Unis. D'accord. Après, oui, ils se sont retrouvés, on a retrouvé des vases Doris sur le marché en France dès les années 60, 70, 80, et encore aujourd'hui. Mais ils ont initialement été vendus aux États-Unis, ouais. D'accord. Et ils étaient tous, ça j'avais pas compris non plus, ils étaient tous avec la technique de peau de serpent. Du craquelé, ouais. Systématiquement. Ouais, ouais, systématiquement. Tous les Doris, Ouais, tous les ouais, signés Doris. Ouais. Ah oui. Bah, oui. Pourquoi? Parce que ça plaisait au marché américain Bah, je pense il y avait l'objectif de se distinguer au maximum de ce qu'ils vendaient par le biais de Roire, qui était quand même plutôt du figuratif, même si on trouve des vases signés Herbé ou Herbuto en craquelé, mais principalement quand même du figuratif chez Roire. Donc oui, je pense qu'il voulait être réglo au maximum, Buteau. Il ne voulait pas qu'il y ait d'interférence au niveau du contrat qu'il avait conclu avec Roire. Et c'était des pièces qui valaient cher en valeur à l'époque. Ouais, 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 tout à fait. Qui se Ouais. vendaient- oui, c'était pas du. Non. C'était pas destiné à un large marché. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Et la cote de Buteau est restée très élevée. Ouais. Y compris pendant la période Primavera. Alors, pour Primavera, en fait, il utilise les outils de production de la manufacture pour sa propre production. Et pour Primavera, il signe rien, vous trouverez rien qui porte la double signature Primavera René Buteau. En revanche, il impulse une esthétique. Voilà. Et les pièces de sa direction, oui, aujourd'hui, les pièces Primavera ont une certaine cote, ouais, de la période Buteau. Parce que Primavera fabriquait uniquement des objets destinés au magasin. Au magasin du printemps, du ouais, printemps. tout à fait. Ouais. Donc avec peut-être un peu plus d'une diffusion un peu plus Ah oui, oui, large, beaucoup plus large, ouais, tout à fait. Mais comment on accepte de se masquer derrière un pseudo? Ouais, une bonne question. Est-ce qu'il faut beaucoup d'humilité? Est-ce qu'il faut se dire il y a Il un n'a pas eu le business, choix, je crois. il y a un business naissant? Enfin, est-ce qu'on en était à des modes de pensée comme ça? C'est les auteurs, hein. On fait ça. Oui, c'est très fréquent chez on va les dans auteurs. La littérature. Complètement. Chez pas les longtemps. céramistes, Oui, mais voilà, rare. se dire, bon, on Ouais. m'a fait cette proposition, j'accepte de travailler. C'est quand même Est-ce qu'on annule sa personnalité? Est-ce qu'on a des rencontres en face-to-face avec ses éventuels clients? ouais, ça c'est C'est possible, ça c'est étonnant. possible, Ah bah oui, ouais. vous êtes... Ah non, finalement, vous n'êtes pas la personne. Ouais, C'est quand même perturbant, je trouve. ouais, 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 je suis d'accord avec vous. Ouais. Je n'ai pas trouvé énormément de choses sur cette question-là, et puis France Cruech, dans son ouvrage, n'en parle pas beaucoup, à part ce que je vous ai raconté. Donc je ne sais pas trop comment ça se passait réellement. Est-ce qu'il s'est beaucoup rendu aux États-Unis pour rencontrer certains de ses clients, ou alors est-ce que c'était complètement caché, on n'en Anonyme, parlait pas, et au final peut-être que ça participait aussi de l'attrait pour ces pièces Oui. d'un illustre inconnu qui serait extrêmement doué. Je ne sais pas. Et quelle est la valeur du marché actuellement plutôt? Assez variable. Une pièce comme celle-ci à gauche, il faut compter 3 000 à 4 000 euros, quoi. D'accord. Ouais,
suis pas censé donner des prix, moi. C'est pas mon Non, métier. mais c'est pas non. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Ouais, ouais. Mais ça peut monter jusqu'à 15-20 000 euros pour un vase, ouais. À ce point-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment plusieurs collectionneurs. C'est pas Picasso, mais pas loin. Ouais, non, c'est pas Picasso, mais c'est plus faible que Picasso quand même, mais ouais, pas loin. À Valoris, il y en a aussi. Picasso, vous voulez dire? Non, pas Picasso. Non, sur la céramique. Ah, des vases de Buteau? Oui. Ah oui? Et Vous voulez il y a dire au- des collectionneurs. Ouais, ouais, Dans des jolies villas. ouais, ouais, ouais. En général, les collectionneurs d'art déco ont des pièces de Buteau, et puis il y a des collectionneurs de Buteau, oui, qui sont vraiment à l'affût de pièces, ouais. Ouais, ouais. Les golfs géants, qu'est-ce qu'il y avait? C'était pas. Ah bah Golfe Juan, c'est gros centre faïencier fin 19e, enfin 19e et 20e important, ouais. Comment Valoris, en fait. Avant Valoris, ouais. Enfin au même moment, parce que Valoris a été aussi un centre de potier très tôt, hein, mais Golfe Juan, c'est tous les Massier, Clément Massier, Delphin Massier, tout ça, ouais. Mm. Voilà. Et pourquoi disiez-vous, je reviens à cette question Ouais, de Doris, pourquoi de Doris. disiez-vous tout à l'heure que ça compliquait le travail de Bah, l'historien, parce ce dédoublement de Parce personnalité, que si on n'a pas connaissance des signatures Doris, dans la presse américaine, par exemple, c'est difficile de savoir qu'il s'agit de Buteau. Oui, certes, mais maintenant... Mais maintenant ça va, oui. Oui, non, maintenant c'est bon, ouais. Ouais. Non, tout à fait. Mais je pense que pendant longtemps, il y a eu un trouble qui est en fait toujours parce que dans les ventes aux enchères, on voit souvent vase de Doris au lieu de vase de René Buteau. Oui. Ça reste encore un trouble à ce niveau-là. Je me dis, si le commissaire-priseur connaît son métier... Ouais, il ça explique, c'est ouais. L'expert. il s'agit, Ouais. enfin, Ouais. L'expert, plutôt. Ouais. Et quelle est sa production? Buteau, Oui. vous voulez dire en nombre? Oui, est-ce qu'on a une idée? Non, on n'a pas. Non, j'avancerai pas de chiffres. J'avancerai pas de chiffres. Ça, on ne sait pas, en fait. À part, non, parce qu'il n'a pas. Ses cahiers de production ne permettent pas de savoir exactement combien il aurait produit de pièces. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, à part le chiffre que je vous ai donné de à peu près 400 pièces envoyées à la Galerie Roire entre les années 30 et les années 60. Je pense qu'il faut au moins multiplier ce chiffre par 10 hein, pour arriver à... Ouais. Oui. Mm. Et à aucun moment il n'a été oublié, Buteau. Vous avez Non. expliqué très bien qu'il a eu du succès très Ouais. jeune, très rapidement, Mm. à juste titre d'ailleurs. Mais quelquefois il y a des périodes. Oui, tout à fait. Non, parce que de- en fait, juste à l'après-guerre, enfin, dans les années 60, l'histoire de l'art déco a commencé à s'écrire. Donc les premières expositions sur l'art déco sont arrivées au Musée d'art décoratif à Paris, tout ça. Des premiers ouvrages sur la période ont été publiés et la personnalité de Buteau n'a pas du tout été évincée. Vraiment tout de suite intégrée. Je pense que ça lui a même presque porté préjudice parce que d'une certaine manière, lui vivait encore et produisait encore et il était étiqueté art déco, quoi, à une période où les années 60, voilà. Ouais. Sa femme était-elle céramiste, elle aussi? Non. Et d'ailleurs, les histoires, comme toutes les histoires de céramistes hommes, évincent un peu la personnalité de la femme, alors que c'est toujours hyper important, je pense. Je pense qu'il y aurait un peu une histoire à écrire à ce sujet-là. Voilà. Il n'y a pas de catalogue raisonné? Non, pas de catalogue raisonné, et ça serait un travail monumental à faire certainement, et assez compliqué parce que production ultra dispersée et manque d'informations. Ces cahiers d'inventaire de formes, ils sont très laconiques, ils ne couvrent pas toute la période, compliqué. Ouais. Et à propos de forme, ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, à savoir que, je n'ai pas compris si c'était simplement au début de son travail,
qu'il il ne réalisait pas lui-même les Oui, non, c'est les biscuits, tout mais tout toute ça. sa Alors, pas production. pour les statuettes, bien sûr, Ouais. donc pas pour ça, mais pour tout ce qui est vase, forme vase et coupe et plat même, il les faisait réaliser par un autre potier. Autrement dit, donc Il dessinait les l'objet, formes. il le faisait réaliser par Ouais. le potier, Ouais. et Et ensuite, il a posé le faisait décor. lui-même Ouais, tout ce qui était cuisson, exactement. émaillage, Tout etc. à fait. C'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui fait oui, Le décor. Ouais, l'intérêt, le Ouais. décor Ouais, ouais. des objets. D'accord. Et Mhm. ça a toujours été comme ça Toujours. dans toute sa carrière. Ouais. Ouais, ouais. Il disait que ça ne l'intéressait pas réellement, en tout cas, qu'il voulait se consacrer à autre, enfin, se concentrer sur autre chose. D'accord. Quoi, qui Et était- donc le four qu'il avait fait construire chez lui, par exemple, Ouais, c'était pour ça, c'était pour l'émaillage. ouais, tout à fait. Les En fait, il y pièces avait, arrivaient déjà avec une première cuisson de dégourdi, une D'accord. cuisson voilà, à basse température. Parce Quoi. qu'il n'enlève rien. Mais c'est Ouais. rare de procéder Ouais, comme ça quand, super rare. Enfin, moi, j'ai pas d'autres exemples en tête. Ouais. Bah, à part, évidemment, dans le domaine de la porcelaine, quand on cuit entièrement la pièce et qu'on la décore avec des émaux de petit feu par la suite, ça c'est classique, évidemment, les décorateurs, décoratrices de porcelaine. Mais dans le domaine de la céramique artistique de ce genre-là, non, c'est pas fréquent. Ça lui a permis peut-être de consacrer son énergie, son imagination et son talent à des détails comme cette Oui, c'est façon, ça. ce que vous avez expliqué très bien Mhm. sur la technique Du- de la peau de serpent, Ouais, qui poussait très loin Du craquelé, ouais. jusqu'à Ouais, contrôler Ouais. effectivement ouais. le degré, enfin l'échelle du Le- craquelage, ouais, du en réseau, fonction ouais. du décor Ouais, voulu, ouais, etc. ouais. Et c'est vrai que Effectivement. j'imagine que c'est très compliqué. Oui, oui, et puis ça l'empêchait pas de réfléchir la forme, puisqu'il a dessiné, et on imagine certainement un dialogue très poussé entre celui qui produisait ces formes et lui. Donc, Oui, ouais. Il fréquentait les cours artistiques contemporains, peintres, Là, écrivains. quand il est à Paris, oui, Il est de dans fait, ces soirées où ils se rencontrent. complètement. Ouais. Mais quand il vient à Paris, on peut l'imaginer, dans la mesure où des peintres comme Maurice Denis, Vlaminck, tout ça, tous ceux que j'ai cités, lui achètent des pièces. Après 1925-30, j'ai pas l'impression, je pense qu'il a dû C'est un être, solitaire. oui, plutôt solitaire et puis certainement un peu catalogué, bordelais, voilà. Je vis en région. Voilà. Très certainement, même s'il exposait tous les ans dans les salons parisiens, je pense que voilà, c'était quand même pas le milieu dans lequel il évoluait. Ouais. Mais à Bordeaux, très connecté, il était en lien avec quand même pas mal de familles bordelaises. Enfin, pour ce qui est des fixés sous verre que je vous ai montré dans les années 30, ils étaient clairement commandés par des grandes familles de Bordeaux. Que l'on retrouve dans la ville. Ouais, Ouais. ouais. Dans la ville et dans la région, ouais, Mm. autour de Bordeaux. Et au point de vue régional, il y avait des liens avec justement les autres, notamment céramistes régionaux que vous avez parlé tout à l'heure, par exemple. Ouais, Il y avait quelques liens ou pas spécialement? je ne sais pas trop répondre à cette question. Avec Cazaux, il y avait une parenté un petit peu parce que justement Cazaux se met à faire des statuettes un peu comme ça au même moment dans les années 35. Il ne me souviens plus ce qu'il dit exactement, s'il était en lien avec Cazaux ou pas, je ne crois pas. En revanche, Marguerite de Saint-Germain, mais ça ne va rien vous dire, je ne pense pas, qui était une céramiste bordelaise active à la même période avec laquelle il avait des liens. Après, il était, oui, j'ai oublié de vous dire, qui est loin d'être un détail, à partir de 1931, il enseigne à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux et il va y enseigner jusque dans les années 60. Et il va même créer un atelier de céramique au début des années 60 dans l'école. Donc il va être, dès les années 30, un peu une figure institutionnelle des arts décoratifs à Bordeaux, pour ça. Et on retrouve assez régulièrement des personnes, enfin moi j'ai pu croiser depuis que je suis conservateur au musée, plusieurs personnes dont les parents ou les grands-parents ont pu recevoir son enseignement. Donc ça a quand même pas mal marqué la scène artistique bordelaise. Ouais.
ouais. En parenthèse, les vases monumentaux là, du stade de Ouais. Bordeaux, je les ai jamais vus, ils sont accessibles. Ouais, Ou pas dingue. c'est- Vous les voyez à l'extérieur du de stade l'extérieur, en passant devant, quand vous êtes sur les boulevards, vous les apercevez. Ils sont dans la grande entrée qui est en forme de sorte de grand ovale comme ça. Ils sont sur les côtés ici. Mais les grilles sont rarement ouvertes. Enfin, vous voyez à travers les grilles, quoi. Après, je pense Pour que s'approcher, il faut pour que s'approcher, le stade soit soit ouvert, que le stade soit ouvert, soit Journée européenne du patrimoine, ouais. des choses comme ça. Ouais. Ouais.